Alors depuis cette guerre en Ukraine, c'est une carte mondiale qui se dessine à toute vitesse. On sait celle du commerce des armes notamment. On l'apprend aujourd'hui, Sylvia Micon. La France devient numéro 2 mondial des ventes d'armes. C'est un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm, publié ce lundi, qui nous l'apprend. Oui, effectivement, un rapport publié ce jour même. Et on parle de la période entre 2019 et 2023. La France devient effectivement le deuxième exportateur mondial d'armes en lieu et place de la Russie. La Russie, pourquoi ? Eh bien parce qu'elle voit ses exportations chuter de 53% entre 2014 et 2023. En 2019, elle exportait vers 31 pays. En 2023, elle n'exporte plus que vers 12 pays. L'Inde est le premier destinataire et la Chine représente 21% des exportations russes. Mais Pékin mise désormais sur sa propre production. Alors c'est donc la France qui récupère et qui a vu ses exportations augmenter de 47% entre 2019 et 2023, portées par le succès du Rafale en Inde, au Qatar, en Égypte. L'Inde qui représente 30% des exportations, premier destinataire des armes françaises. La France qui a donc particulièrement bien réussi à vendre ses avions de combat hors d'Europe, selon effectivement le CIPRI. La France qui profite de la forte demande mondiale. Alors si on regarde ce camembert, la France, deuxième exportateur mondial d'armement, derrière les États-Unis. La France, effectivement, qui représente 11% des transferts d'armes dans le monde entre 2019 et 2023. Alors, aussi, il y a, et ça c'est un chiffre impressionnant, l'importation de ces armes en Europe. Oui, effectivement, chiffre impressionnant. Elles ont connu une hausse de 94% par rapport aux 5 années précédentes, à une hausse qui est en grande partie due à la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion, au moins 30 pays ont fourni de l'aide militaire à Kiev, qui est devenu le premier importateur européen, le 4e mondial. Mais il n'y a pas que Kiev qui a augmenté ses importations. D'autres pays européens également, et notamment en provenance des États-Unis, avec une dépendance accrue pour l'Europe, car 55% des importations proviennent des États-Unis. C'est en hausse de 35%, et cela s'explique, selon le CIPRI, par le fait que la plupart des pays européens sont membres de l'OTAN et partenaires dans le développement d'équipements militaires, notamment l'avion de chasse F-35, des pays européens qui se sont précipités pour acquérir des armes tous azimuts au détriment du développement de nouveaux systèmes militaires. C'est en tout cas l'analyse du CIPRI. Merci beaucoup Sylvia Micon pour tous ces précieux détails. Nous sommes avec Alexandre Vautravers. Bonjour, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue militaire suisse RMS. Alors, petite question de Béotien ou de celles et ceux d'ailleurs qui nous écoutent. Comment ça se fait qu'on passe deuxième producteur d'armes et qu'on ne peut pas en livrer plus que ça à l'Ukraine ? Bon, il y a un délai tout à fait considérable entre l'annonce des fournitures d'armes et puis le moment où effectivement ces armes arrivent. Et puis s'il s'agit de produire des armes nouvelles, pas uniquement de les sortir d'un garage ou d'une soute quelque part, eh bien on n'est plus en train de parler de mois, on est en train de parler d'années. Donc il y a toute une série de projets qui sont en cours, mais pour faire fonctionner de nouveau des usines, on est en train de parler de délais de plusieurs mois en tout cas, et voire de plusieurs années. Alors, il y a aussi peut-être autre chose. Est-ce que ce sont les mêmes armes qu'on livre ? Qu'est-ce qui fait la force de la France ? Peut-être pas des choses à exporter en Ukraine ou sur des conflits de guerre ? Alors aujourd'hui, puisqu'on est en train de voir des images de montage, d'assemblage d'avions de combat Rafale, il faut savoir que paradoxalement, on n'est pas en train de construire une seule version du Rafale. On est en train de construire un certain nombre d'avions d'ancienne génération, de deuxième génération, pour des clients à l'exportation. Et en même temps, on est en train de produire la 5e génération de Rafale pour l'armée de l'air française. Donc vous voyez que tous ces avions se ressemblent. Dans la pratique, cette production d'avions de combat, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, c'est pratiquement des PME, c'est pratiquement de l'artisanat. On est en train de fabriquer de toutes petites séries d'avions. Alexandre Vautravers, on voudrait vous faire réagir aussi à cette information exclusive de nos confrères de CNN qui disent quoi ? Que la Russie produit 3 fois plus de munitions d'artillerie que les États-Unis et l'Europe réunis. C'est-à-dire que la Russie produit 250 000 munitions par mois, soit environ 3 millions par an. Là où les États-Unis et l'Europe ont la capacité de ne générer qu'environ, dit CNN, 1 200 000 munitions par an à envoyer à Kiev. Ça vous a surpris ces chiffres ? Il y a une faculté de la part de la Russie de se régénérer beaucoup plus vite que à la fois les États-Unis et l'Europe ?
Alors, je crois que là-dedans, on est en train de mettre tout et son contraire. Donc, si on ne considérait que les types de munitions modernes, donc pour la Russie, cela signifierait un calibre de 152 mm pour les pièces d'artillerie divisionnaires, l'artillerie tactique et opérative. Eh bien, on se rendrait compte que la capacité de production de la Russie est beaucoup plus raisonnable que ce chiffre que vous avez évoqué. Par contre, qu'est-ce qu'a fait la Russie ? La Russie dispose de toute une série d'anciennes lignes d'assemblage, d'anciennes fabriques pour des types de canons, de pièces d'artillerie qui ne sont plus utilisées depuis des dizaines d'années, voire pour certaines depuis plus de 50 ans. Et la Russie, ayant eu besoin de ce type de munitions en grande quantité, a réouvert ses usines. Encore une fois, ce sont des munitions qui sont obsolètes depuis de très nombreuses années, mais enfin qui sont aujourd'hui quand même utilisées parce que la Russie manque de canons, manque de pièces d'artillerie et a donc ressorti des pièces d'artillerie pratiquement de la Seconde Guerre mondiale. Alexandre Vautravers, restez avec nous. Comme le dit souvent un personnage que vous connaissez bien dans ce 12-15, le général Chauvency, même un vieux char ou un vieil obus, ça tue et ça sert sur le champ de bataille. Arthur Koenigsberg, en fait, l'Europe de l'armement, l'Europe de l'industrie est trop perfectionnée pour aujourd'hui se battre dans une guerre conventionnelle, une guerre de terrain, une guerre de tranchées, c'est ça aussi. Non, qui fait que on pêche un peu aujourd'hui à aider l'Ukraine. Nous étions surtout pas préparés à cette guerre conventionnelle et nous sommes en train de nous mettre en économie de guerre. La Commission européenne a annoncé un plan d'1,5 milliard d'euros pour que les pays européens se dotent en armement européen pour ne plus réellement dépendre des États-Unis sur ce plan-là. L'Europe est en train de vivre ce qu'Emmanuel Macron appelle son sursaut stratégique. On appelle depuis des années à une autonomie stratégique européenne. C'est aussi pour se préparer à ce type de conflit, à ce retour de la guerre conventionnelle en Europe. Et ces chiffres, effectivement... C'est pas la bonne expression, mais j'ai envie de dire sur le dos des Ukrainiens. C'est-à-dire que, malheureusement, il a fallu cette guerre en Ukraine, qui continue, plus que jamais, pour qu'on se rende compte de ça. Mais une fois qu'on aura peut-être les hangars à moitié pleins, ce sera trop tard sur le terrain pour les Ukrainiens. Non, on va tenir. J'en doute pas, on l'espère en tout cas, mais voilà, ce décalage est préjudiciable pour ce qui se passe. Oui, ce décalage aujourd'hui est préjudiciable et coûte la vie de milliers d'Ukrainiens aujourd'hui sur le front. Et c'est pour ça que les Européens doivent agir très vite pour se mettre dans cette économie de guerre. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des réticences en Europe. Parfois, l'Europe, c'est lent. C'est lent, on parle pendant des semaines de plans à venir. Mais l'Europe, depuis le début de la guerre, s'est aussi montrée très efficace. Et le sursaut stratégique voulu par le président de la République doit être mis le plus rapidement en œuvre par les Européens. Je pourrais juste dire un mot. Vous savez, j'avais l'impression que les Ukrainiens sont en urgence, n'ont pas de temps parce que chaque minute, c'est la vie de quelqu'un. En Europe, on fait ce qu'on peut parce qu'on s'est mis tout de suite en accord. Ça prend du temps parce qu'il y a les papiers à signer. Il y a la coalition, c'est pas une personne qui prend la décision aussi. À l'époque, je comprenais pas. Maintenant, je comprends. Mais ça va arriver. Troisième chose, je pensais que Poutine, il y a beaucoup de temps. Et là, en écoutant ce qu'a dit monsieur Vautravers tout à l'heure, qui est toujours avec nous d'ailleurs. Qui est toujours avec nous, et merci pour votre analyse précieuse. Vous avez dit que Poutine a rouvert les anciennes usines, qu'il a ressorti les obus de Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire qu'à un moment, il n'a plus de marchandises, des armes à l'extérieur. Il utilise tout dans... En fait, ça me montre qu'il y aura une usure à un moment en Russie. Parce que les sanctions, je crois, vont marcher à un moment. Et que maintenant, il ne peut pas avoir l'économie, le revenu de l'argent quand elle a vendu ses armes à l'extérieur. Maintenant, elle voit tout à la guerre. Donc, il faut qu'on tienne. C'est ça le truc. Je vais poser la question à Alexandre Vautravers qui vous écoute. Est-ce que Macha a raison quand elle dit ça? Est-ce que Poutine va finir par manquer d'armes? Alors la Russie manque déjà d'armes, de matériel, de différents systèmes, de différentes catégories, c'est déjà le cas. Et en fait, pour pouvoir simplement équiper toutes les nouvelles troupes qui ont été levées, mobilisées pour cette opération ces 6 ou ces 12 derniers mois, en fait, l'industrie n'est pas suffisante, ne peut pas répondre à cette demande. Et donc, il a fallu ressortir toute une série d'anciens armements. Il est beaucoup plus rapide de sortir des
anciens chars des années 1950, de leur coller 2-3 gadgets sur la tourelle. Et puis, de cette manière-là, on aura au moins des unités qui auront un équipement minimum. On peut dire que les stocks dans lesquels l'armée russe a puisé sont pratiquement à 2 tiers déjà utilisés. Il reste donc 1 tiers. Et puis, je ne vais pas vous faire des courbes à niveau, mais enfin, vous aurez compris qu'on a, a priori, ces 2 dernières années, sorti surtout le matériel qui était le plus facilement, le plus rapidement remis en état, remis en service ou modernisé. Et donc, plus on avance, plus il va être difficile pour l'armée russe de reprendre d'anciens engins, d'anciens systèmes d'artillerie qui ont été stockés pendant 40 ans et plus.